Bonjour les petits padawans. Bon, aujourd'hui on en est à la 9e étape de notre voyage en art contemporain. Et donc je vous avais dit qu'on prendrait des exemples, des cas qui vous renseignent sur la façon de travailler avec les fameux points de narration dont je vous ai parlé, qui nous aident à nous y retrouver dans une œuvre, si elle est explicite ou encore plus si elle est moins explicite, s'il y a peu de personnages, etc. Donc on va commencer avec une œuvre classique, ultra classique, une grosse œuvre, du lourd, c'est les Ménines. Les Ménines, donc de Diego Velázquez, peintre espagnol de la grande époque espagnole, c'était un peintre de cour, et lorsqu'il peint les Ménines, on est en 1656-1657. L'Espagne a eu son âge d'or, on est déjà plutôt sur le déclin, et la cour garde son faste, la cour garde sa pesanteur, la cour garde son importance et son décorum. Donc là, on est sur une œuvre qui est une œuvre représentative, une œuvre où il y a des personnages, il y en a même beaucoup. C'est une œuvre riche au niveau pictural, il se passe beaucoup de choses. Donc ça a l'air d'être un simple portrait de cour. On a trop d'informations presque. Et c'est presque l'ennemi, donc l'ennemi inverse, donc du manque de renseignements. Comment se faire une narration à travers ce foisonnement? La première chose qu'on voit au niveau des personnages sont des enfants, ou plutôt une enfant, plus petite que les autres, en très belle robe, donc on sent que c'est le personnage central, le personnage principal. Autour d'elle, deux jeunes filles plus grandes, un nain ou une naine, un chien et un autre enfant. Et derrière, un certain nombre de personnages. Sur la gauche, au fond, sur la droite, il y a même un portrait, mais tout ça est sombre derrière, alors que la zone où se trouvent les enfants, la jeune héroïne, le chien, etc., est beaucoup plus éclairée. Donc il y a déjà ce contraste qui nous apparaît. Il y a une structure, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on a une structure de l'installation des personnages qui hésite entre le haut et le U. On est à la fois dans un événement qui peut être intime, mais quand même c'est du cérémonial, c'est quelque chose de beaucoup plus public. C'est officiel. On a aussi un grand contraste de lumière, c'est ce que je vous ai dit, entre cette zone éclairée et le noir qui est à l'arrière donc du tableau, dans un deuxième et troisième plan même. Et le fait que ce sont plutôt les petits qui sont dans la lumière, l'innocence qui est en lumière, et à l'arrière, dans la pénombre, on a les adultes. Donc ça aussi c'est assez révélateur. Avec ce matériel-là, j'ai plusieurs axes de travail. Je peux essayer de travailler sur une journée de fête pour cette princesse, une journée plutôt joyeuse, parce qu'il y a la belle robe d'apparat, il y a le bouffon, nain ou naine, il y a l'autre enfant, etc. Mais en même temps, j'ai une impression assez bizarre. Justement, donc, du fait de cette ombre et lumière. Donc on va un petit peu approfondir donc, de cet aspect-là. Moi, je vais vous dire comment, si j'avais été un petit peu plus vierge par rapport au tableau, vous dire en toute franchise comment je l'aurais interprété, comment je l'aurais vécu en le voyant. Ma première impression, ça aurait été, une enfant, d'accord, mais très seule, entourée de beaucoup de monde. Seule, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que son regard se porte vers une zone où il n'y a personne. Alors qu'il y a du monde autour d'elle, elle pourrait ou parler, ou regarder, ou communiquer avec d'autres. Or non, elle ne communique pas, elle a les yeux au loin. Donc cette impression de solitude, elle regarde ailleurs, aucune des personnes présentes. Puis, on peut aller plus loin. Le titre est trompeur. Les Ménines.
Les Ménines, normalement, ce sont les deux jeunes demoiselles de compagnie qui sont autour donc, de la jeune princesse, de l'infante d'Espagne, puisque c'est l'infante. Alors, les exégètes, les historiens hésitent entre l'infante Isabelle ou l'infante Marguerite. Bref, une des sœurs de Marie-Thérèse, qui a été souvent représentée par Diego Velázquez, leur sœur Marie-Thérèse va devenir la future reine de France, en épousant Louis XIV. On va plus loin, donc, c'est l'infante, c'est l'enfant qui est au cœur de l'action, en pleine lumière, et tout un petit monde qui s'agite autour d'elle, qui gravite, d'où cette espèce de U qui l'entoure de haut, etc. Ce petit monde, en fait, est plutôt trompeur, c'est comme une sorte de rideau de fumée, un sfumato à la Toscane, pour plaire à Léonard de Vinci, et c'est un rideau de fumée, car dans l'ombre, à l'arrière, dans le sombre, il y a le vrai monde des adultes. Ce vrai monde où on sent que les adultes épient la princesse, épient l'espionne, la surveillent. On a toute cette espèce d'impression, un vrai malaise. Il se passe quelque chose de pas normal. Même le peintre, Velázquez lui-même, qui se représente à gauche pour nous donc de l'œuvre, qui travaille sur son tableau, on sent qu'il n'est pas totalement innocent par rapport à la scène. Il sent bien que à la cour, il y a des intrigues qui se jouent, il y a des luttes de pouvoir. Et on voit d'ailleurs le Premier ministre qui est derrière, qui rentre par la porte. Et puis, une chose qui est assez saisissante et qui renforce cette idée de solitude donc, de la princesse, c'est quand on se rend compte que finalement, le roi et la reine, ses parents, ne sont là que sous la forme d'un tableau, qui est au centre, au fond. C'est leur seule présence. Courtisan, intrigant, voici le monde qui entoure donc cette pauvre infante. Bon, je dis cette pauvre, mais c'est mon jugement à moi. Et l'artiste pénètre les arcanes du pouvoir à travers donc, ce tableau. Et ça, c'est rarement montré. La force de Velázquez à travers cette œuvre très ambiguë, c'est justement de nous amener à nous poser plein de questions sur qu'est-ce qui peut se passer à la cour d'Espagne à ce moment-là, quels sont les enjeux de pouvoir, une guerre de succession qui va bientôt s'engager, donc qui va être terrible. Donc, la technique picturale, les couleurs, les blancs et noirs donc, qui s'affrontent, nous conforte aussi sur cette ambiguïté de l'œuvre et sur le côté sombre donc, de la cour d'Espagne à cette époque-là. Donc voilà, c'est une œuvre bien sûr qui est classique, qui picturalement qui est réalisée selon les règles de l'époque, les règles classiques, mais en même temps, il y a quelque chose d'autre qui se joue. Velázquez arrive à rendre donc cette œuvre donc d'une épaisseur étrange. Il y a de l'innocence, mais de l'inquiétude qui est derrière ça. Et ça, c'est très fort. Donc, on peut ressentir ou pas. On peut prendre cette œuvre tout à fait au premier degré. C'est une fête qui se passe dans une salle donc du Grand Palais royal d'Espagne, ou alors voir aussi autre chose et voir qu'il y a des intrigues, voir toute la complexité d'une cour à cette époque-là. Voilà pour l'œuvre Les Ménines de Diego Velázquez. Le deuxième exemple que je voulais vous soumettre, c'est une œuvre de Matisse. Alors Matisse, vous savez que c'est, on le dit, mais c'est vrai, je le pense, c'est l'un des deux plus grands peintres du XXe siècle avec Picasso. D'ailleurs, il y a eu un jeu entre eux, ils se connaissaient, ils s'estimaient, sans être des amis, ils se sont suivis donc durant toute leur carrière, ils se sont prêtés l'un à l'autre, etc. et empruntés. Donc c'est une sorte de motivation et d'auto-stimulation entre ces deux peintres. Et là, c'est une œuvre de la fin de vie donc, de Matisse, il est mort 3 ans après,
C'est une œuvre de 1952 qui s'appelle La tristesse du roi. Alors, les personnages qui occupent l'œuvre l'occupent, mais sans l'envahir. L'œuvre a sa respiration. Il y a autre chose que les deux personnages. Les couleurs vont renforcer les deux pôles donc, de l'œuvre. Le pôle justement gai, léger, et le pôle un peu plus sombre. Le pôle plutôt gai sont les mouvements, les couleurs gaies, les feuilles au vent, une impression de musique avec cet instrument donc, qui est tenu par le roi noir. Et un aspect plutôt sombre, le noir du roi, justement, et sa position renversée en retrait, comme s'il s'éloignait donc de cette joie, de cette tristesse, comme si on était en plein changement. La structure en I, même si c'est un I assez large qui ressemble à un V bientôt, démontre une intimité. C'est une œuvre intime. C'est une structure plutôt rare chez Matisse, qui se sert plutôt des structures en haut, des réunions, etc. Mais ce qui est à remarquer, c'est cette ambivalence qui va sans doute influer sur notre histoire. Alors ça, on va le voir. On va aller un petit peu plus loin dans l'analyse de l'œuvre. Et la première impression que moi j'aurais en voyant cette œuvre, en jouant le jeu le plus franchement possible, c'est du mouvement, c'est de la joie, c'est des couleurs. Et puis un doute qui apparaît parce qu'il y a le noir et ce fameux retrait donc, du personnage central dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui est comme quelque chose qui vient rompre l'économie de l'œuvre ou son harmonie. C'est quelque chose d'un peu étrange et qui nous dit que cette œuvre est plus complexe qu'il n'y paraît. Les œuvres de Matisse sont toujours très solaires, s'expriment beaucoup autant par les formes originales que par les couleurs vives. Là, on est dans quelque chose de plus crépusculaire. L'artiste est à la fin de sa vie, et donc la tristesse du roi, c'est sans doute la sienne. Il faut le prendre comme sa propre histoire. Donc quand on rentre plus profondément effectivement dans ce titre, La tristesse du roi, le titre confirme cette ambiguïté de l'œuvre. Même si moi, l'artiste, j'ai été léger durant toute ma vie, j'ai adoré l'amour, la passion, la musique, la légèreté, la joie de vivre, parce que Matisse, c'est le peintre de la joie de vivre, eh bien, oui, mais n'empêche que au soir donc, de cette aventure-là, il y a quand même une nostalgie, une tristesse qui m'étreint. Et c'est ça qui est fort dans cette œuvre, c'est cette ambiance qui est rendue. L'artiste maintient sa réputation de gaieté, de légèreté. Les couleurs sont vives, les pétales qu'on voit tout autour donc, des personnages sont faits de gommettes. Gommettes, c'est le matériau des enfants, c'est le matériau de l'école. Et donc, on se rend bien compte que c'est un procédé et que la narration est double. Il y a ce côté léger, il faut bien vivre, avec les deux sens du mot bien, il faut bien vivre, on est obligé, ou il faut bien vivre, vivre bien. Et donc, et le côté sombre, la mort approche. Et j'ai quand même le regret sur cette vie donc, qui a été si belle, si pleine de richesse. Et son cortège d'angoisse. Le noir, c'est l'angoisse. Le noir, c'est l'inconnu. Le noir, c'est ce qu'on va affronter bientôt. Matisse adorait les structures en haut. On va le voir à travers de nombreuses œuvres, comme je vous l'ai dit. Ça célébrait l'amour, l'amitié, c'est des rondes, c'est des danses, c'est de la joie, c'est les soubresauts de la vie. Le haut, c'est la forme du cœur. Le haut, c'est quelque chose qui est rond, qui n'a pas d'aspérité, qui est consensuel. La forme en haut, c'est ce qui exprimait toute sa philosophie de la vie. Ici, le haut s'est rétréci. Il va bientôt disparaître, comme si la fête était finie. Donc l'histoire qu'on en tire, c'est à la fois de la gaieté, mais c'est aussi quelque chose donc, qui se termine, qui s'est consumé. Et donc il y a beaucoup de
de nostalgie. C'est comme un héritage de Matisse. Donc c'est une très belle œuvre qui peut nous raconter donc ce genre d'histoire un petit peu ambiguë. Le cas numéro 3, la troisième œuvre que je voulais aussi évoquer avec vous, c'est une œuvre qui est beaucoup plus difficile a priori, parce que c'est une œuvre abstraite. Ça vient du courant de l'action painting. Après la guerre aux USA, un certain nombre de peintres ont voulu une peinture en réaction un petit peu aux œuvres européennes, si célèbres au début du XXe siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Leur idée, justement, c'est de rompre avec cette beauté, ce charme, etc., par une peinture beaucoup plus différente. Et donc, l'action painting, là, entre autres, son représentant le plus célèbre, c'est Jackson Pollock. Jackson Pollock fait des œuvres avec une technique très particulière. Je ne sais pas si vous avez vu le film donc, sur Pollock, mais on le voit très bien faire. C'est Ed Harris donc, qui joue le rôle. Il le fait formidablement. Et il travaille à terre. Il projette, il a sa toile qui est mise par terre, et il fait du dripping, ce qu'on appelle du dripping, c'est-à-dire qu'il projette sa peinture comme ça. Ça a l'air aléatoire. En fait, ça ne l'est pas. C'est un travail qu'il fait par habitude. Il sait très bien ce que ça donne. Il sait très bien doser. Il sait très bien doser son geste, etc. Donc, ce dripping est tout sauf du hasard. Même si il y a une petite part de hasard qui rentre aussi là-dedans. Donc, la première impression qu'on a, c'est une sorte de... Non. D'abord, on voit les traits noirs, plus épais. Donc, on a une peinture qui est assez complexe, parce qu'effectivement, il n'y a pas de personnage. C'est de l'abstraction. Il y a des taches qui sont mises en réseau. Et partant de là, on reconnaît un certain nombre de choses. On peut se faire nos propres personnages là-dedans. Et si on se fait nos propres personnages avec les endroits où le noir est plus épais, ça donne une structure en haut. Une structure amicale, faite, dense, intimité. Et on a deux couleurs principales, le noir et le blanc, et des multiples taches avec les autres couleurs. Et il y a un mouvement, comme dans de la danse. Donc on peut avoir deux formes de grandes idées, des idées qui vont vers la joie, la danse, la fête, et des idées qui vont vers la bagarre, la rixe ou les fantômes. Donc on peut s'orienter vers ces deux directions-là. Donc maintenant, je rentre un peu plus dans l'œuvre et je joue le jeu de la visite. Ma première impression, c'est celle de tâches reliées entre elles, de réseaux. C'est complexe, c'est un réseau complexe. Mais la vie est complexe. Après la guerre, en 1945, on rentre dans une autre phase, on reconstruit, et donc la peinture se met aussi dans cette modernité-là. Et donc, après cette impression de réseau, il ressort, donc, comme je vous le disais, ces personnages avec les noirs un peu plus épais, des personnages ou des fantômes. Le titre semble vague, il nous parle de peinture. Le titre exact de l'œuvre, cette œuvre qui date de 1948, c'est argent sur noir, blanc, jaune et rouge. Vous voyez? Mais en même temps, le titre peut nous mettre sur une piste où l'artiste peut nous guider vers une grille. Selon lui, ce sont les couleurs. Servez-vous des couleurs. Donc on peut jouer le jeu. On a une structure en haut, dont je vous parlais tout à l'heure, qui indique une fête ou une danse, une ronde, qui est retracée par les traits épais noirs au centre. Le jaune, c'est le mouvement, le rythme, la fête, la légèreté. Le rouge, c'est la passion, amour ou drame. Donc tout est possible à partir de là. À nous de composer notre propre histoire, donc selon nos impressions. Mais une chose à dire quand même, en jouant le jeu donc, de la découverte, cette œuvre de Pollock me donne une réminiscence aussi vers une photo que j'avais beaucoup aimée, une photo de Giacomelli, je crois, ou Giacometti. Une photo, vous allez le voir, qui représente un groupe de personnages, je crois que c'est des séminaristes qui jouent dans la neige. Et ça donne la même impression fantomatique, une espèce de danse comme ça, en rond. Et
Et moi, mon histoire, elle sera imprégnée par ce souvenir-là. Ah, voilà, donc à nous maintenant de recomposer pour ces trois cas nos propres histoires. Vous avez bien compris que on est complètement libre, mais vous voyez, en jouant le jeu des points de narration, on a des bases. Même dans les œuvres où il y a le moins de choses complètement mises sur la toile, on peut arriver à trouver un moyen de se raccrocher à la narration. Donc, donc c'est ça qui me semblait important donc sur cette 9e approche. Merci à vous. Bonsoir les petits padawans.